Mesdames et messieurs, cher Alexandre, monsieur l'ambassadeur, je voudrais d'abord remercier Alexandre Farnoud de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour cette conférence qui est pour moi comme un moment de retour et de détente dans une activité en effet qui est maintenant tout autre. J'ai le plaisir en effet d'avoir à vous présenter aujourd'hui le bilan d'un travail en cours, puisque nous avons engagé en 2013 une aventure un peu folle qui consiste à essayer de mieux comprendre ce monument connu sous le nom de Victoire de Samothrace. Alors je suis devant vous ce soir, mais je parle au nom de beaucoup de chercheurs et de collègues qui contribuent à l'étude de ce monument, puisque ça a été l'occasion justement de réétablir des ponts avec un certain nombre de collègues qui étudient ce monument. Alexandre l'a rappelé, rien n'aurait été possible sans l'aide et le savoir de notre collègue Dimitris Matsas, donc qui a permis, comme vous allez le voir, d'obtenir un certain nombre d'éléments décisifs dans l'étude de ce monument. Je voudrais aussi saluer ici donc le travail exemplaire de la mission archéologique américaine de Samothrace, dirigée désormais par Bonavé Scott, et un certain nombre donc de collègues et chercheurs qui sont associés à cette entreprise, dont vous avez les noms ici. Je signalerai l'étude de Vanda Macheras sur la sculpture hellénistique de Délos. Et cette restauration a été entreprise par le musée du Louvre avec l'aide du Centre de restauration des musées de France, là, ce sigle curieux, là, c'est 2RMF, ça veut dire cela. Donc, et mes collègues Brigitte Bourgeois et Sandrine Pagès, notamment, donc, ont été particulièrement actives. Il faut aussi souligner le fait que cette étude est faite avec le Courtauld Institute, mais également avec l'Université de Paris 6, comme avec le CNRS. Je voudrais citer ici de l'Université Paris 6 mes collègues Philippe et Annie Blanc et Nicolas Brèche qui entreprend le relevé du monument. Et puis cette opération, elle était sans doute impossible à imaginer parce que techniquement très complexe, mais elle était aussi surtout impossible à imaginer parce que extrêmement coûteuse, dans la mesure où, vous le savez sans doute, depuis la fin du XIXe siècle, ce monument est installé dans un endroit particulier du palais du Louvre, donc à l'étage, au sommet d'un escalier qui mesure à peu près la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Et donc pour installer un échafaudage à cet endroit, donc le coût de l'échafaudage est très exactement pour un an de 3 millions d'euros. Alors rien que le coût de l'échafaudage. C'est la raison pour laquelle je me permets ici de saluer ceux qui ont rendu possible cet événement. Une chaîne de télévision japonaise, NTV, un ami proche qui est Marc-André de la Charrière, une banque américaine, mais aussi, vous le savez sans doute, le musée du Louvre a fait appel à l'automne-hiver 2013 à une forme de mécénat populaire en demandant à quiconque voudrait bien contribuer à cette restauration de le faire. Et nous avons eu la joie et la surprise de recueillir plus d'1 million d'euros en quelques mois, en 3 mois seulement, du monde entier, avec des dons de 10 euros, de 20 euros et des dons beaucoup plus importants, qui montre que ce monument entretient une relation presque affective avec certaines personnes. Alors on a droit à des gens qui se sont rencontrés sous la victoire de Samothrace, bien sûr à des amis grecs, donc, mais aussi à beaucoup de gens dans le monde entier qui ont, je le répète, une relation quasi affective avec ce monument. Donc grâce à cela, nous avons commencé en 2013 et cette restauration s'achèvera en 2015. Donc cette étude de ce monument emblématique du musée du Louvre, mais au-delà du musée du Louvre, je dirais donc de la sculpture grecque et de l'ensemble de l'art grec. Alors pourquoi restaurer un tel monument dans un musée comme le musée du Louvre? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez ici une vue parfois apocalyptique de l'état de fréquentation du musée que je dirige désormais. À savoir que, accueillant près de 10 millions de visiteurs, nous savons qu'à peu près 70% des visiteurs du musée du Louvre montent cet escalier, soit environ 7 millions de personnes par an. Et comme vous le voyez, il y a en moyenne, dans les périodes d'affluence, environ 2000 à 3000 personnes donc, autour de la Victoire. Ce qui signifie que tout simplement, c'est devenu très dangereux pour le public, parce que bien entendu, on ne voit plus le monument, et la plupart des gens donc, montent
donc sur ce qui croit être une base moderne et qui est en fait l'assise supérieure du monument. Mais également, il y a tous les ans des accidents du fait de la proximité du palier et de l'escalier. Et puis au-delà donc de ces problèmes de sécurité, de mise en sécurité du monument, qui vous voyez est extrêmement sombre, tout simplement parce que tout le monde le touche et voire monte dessus. Donc on peut aussi constater, on a constaté un problème de structure qui est, comme je vous le rappellerai tout à l'heure, donc dans les années 1932-1934, on a ajouté ce bloc à la statue pour la surélever et on l'a percé ici donc pour la soutenir par un goujon métallique. Et nous avons découvert dans les études préalables à la restauration que ce bloc était fissuré et que nous avions intérêt à vérifier donc la solidité des goujons métalliques et de la structure de ce monument. Enfin, quiconque connaît un peu la sculpture grecque et quiconque surtout connaît les fragments de la Victoire qui sont restés dans les réserves, c'est que la Victoire était blanche, a été découverte blanche, donc en tout cas en marbre blanc, et que la couleur marron que vous voyez n'est que le vieillissement donc, du produit qui a été passé au XIXe siècle. Donc cette couleur marron n'est pas du tout la couleur donc, du monument, même au XIXe siècle. Donc toutes ces raisons font que nous avons entrepris, dès la fin des années 90, un certain nombre d'études. Quand je dis « nous », il s'agit en effet de l'équipe qui est chargée de la sculpture grecque au musée du Louvre. Et il faut citer d'abord Marianne Amiot, ingénieur d'études au musée du Louvre, qui a entrepris un certain nombre d'études à partir donc de sa publication de 1998. Je cite ici les ouvrages célèbres du Journal des Savants ou deux articles importants des Monuments Pio dans lesquels elle a repris l'étude justement donc du monument. À ces études donc dans les archives et du musée du Louvre, ces études ont été complétées par une étude de surface faite par un groupe de restaurateurs, Véronique Picure, Christine Devos et Pascal Klein en 2002, pour savoir dans quel état était la statue et commencer à cartographier les éléments qui étaient en plâtre et les éléments qui étaient en marbre. Enfin, donc, cette étude a été complétée en 2009 par deux autres restaurateurs, Daniel Ibled et Bernard Lafay, pour étudier ces problèmes de structure. Pendant ce temps-là, l'architecte du palais, puisque nous sommes un monument historique, doté d'un architecte donc, qui étudie le palais, a entrepris l'étude de l'escalier qui lui-même pose d'énormes difficultés. Il s'agit de Michel Goutal, qui a remis une étude en 2012. Donc c'est fort de toutes ces études que nous avons pu imaginer commencer cette restauration en installant une commission internationale de restauration qui s'est tenue plusieurs fois. Donc la restauration a commencé en septembre 2013. Le monument, la statue elle-même va être remise en place au cours du début du mois de juillet de cette année 2014. Donc la restauration proprement dite du monument s'achève en juin 2014, mais l'escalier continue d'être restauré jusqu'au début 2015. C'est la raison pour laquelle donc l'inauguration de la restauration n'aura lieu que début 2015. Et ce sera l'occasion de faire une petite exposition dossier autour de cette restauration. Alors, je précise ici l'équipe de restaurateurs, parce que pour restaurer un tel monument en si peu de temps, finalement, puisque entre septembre et juin, il ne se sera écoulé qu'à peine 10 mois, il a fallu en effet créer un groupe de restaurateurs, de monteurs également, et puis donc au-delà de Marianne Amiot et de Ludovic Logier, qui au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre suit cette restauration, nous avons fait appel à un certain nombre de collègues pour nous aider. Dont je salue ici, j'ai déjà mentionné Vanna Machera, j'ai déjà parlé donc de Dimitri Matsas qui nous a rejoint, ou de Madame Westcott qui fait partie de cette commission. Et je voudrais signaler la présence de mon prédécesseur à la tête du département et aussi ancien membre de l'École française d'Athènes, Alain Pasquier, et de notre collègue de l'Altes Museum de Berlin, Andrea Scholl, donc, qui a rejoint cette commission. Alors, je voudrais vous présenter assez simplement ce que nous avons fait en 3 temps, vous présentant d'abord ce qu'est une restauration d'un monument, et c'est plutôt de l'ingénierie, vous allez le voir, puis en essayant rapidement de vous montrer quels ont été les apports à la connaissance, notamment matérielle, de ce monument, et enfin, en guise de conclusion, en évoquant l'apport de cette restauration à la connaissance des techniques de la sculpture antique. Alors cette restauration, je vous l'ai dit, c'était une aventure donc, qui a commencé en septembre 2013
qui a été conduite grâce, vous voyez, à une étude technique très complexe, hein, puisque nous sommes au sommet d'un escalier, qu'il a fallu bien entendu passer par les fenêtres, l'échafaudage, et que la statue elle-même, son poids est évalué à environ 2 tonnes, le bateau lui-même qui lui sert de base à environ 5 tonnes, donc ça suppose en effet un travail considérable d'abord d'études. Ça a été fait donc en plusieurs mardis et la statue, comme vous le voyez, a pris son envol donc en septembre 2013 pour rejoindre donc une salle à proximité, étant donné donc les problèmes de structure que nous avions constatés. Nous n'étions pas certains hein, donc de la solidité à la fois de la base et de la structure métallique des ailes, dont je vais avoir à reparler. Nous avons préféré ne pas sortir l'œuvre du musée du Louvre et la déplacer le moins possible. C'est la raison pour laquelle elle est allée dans une salle que nous avons fermée exprès juste à côté et qui a été transformée donc en cabine de restauration. Donc ça a été un événement assez intéressant parce que nous étions la première génération depuis 1945 à voir la statue de près. Et donc là, c'est un des grands problèmes des œuvres, donc aussi bien dans les musées que sur les sites archéologiques, c'est que beaucoup d'œuvres, même très célèbres, sont finalement très mal connues en raison donc de la distance hein, qui nous sépare d'elle. Et là, en effet, il y a très très peu de spécialistes de la sculpture qui ont vu cette statue de près. La plupart des commentaires étant faits sur photographie. Donc là, donc on est quelques-uns à l'avoir vue de très très près. Ce démontage du monument a été bien entendu anticipé par un certain nombre d'études et notamment donc un relevé en 3 dimensions a été fait de l'ensemble du monument dans son état de 2013 et un certain nombre de repères, vous voyez ici donc des repères au laser et les restaurateurs posant sur le monument lui-même un certain nombre d'éléments de repère et mesurant en effet donc l'ensemble des surfaces pour avoir un état le plus complet possible du monument avant son démontage, avec en effet des relevés qui ont été faits dès l'année 2009 du monument. Parce que si la statue est en effet méconnue, parce qu'en effet, maintenant, depuis plus d'un siècle, fort éloigné du regard du commun des mortels, le bateau qui lui sert de plinthe monumentale l'est encore davantage, car il n'en existait aucun relevé, ni aucune étude détaillée avant les études de Marianne Amiot et le fruit de cette restauration. Donc, une des opérations un peu folles de cette opération a consisté à démonter bloc par bloc ce bateau. D'abord, tout simplement parce qu'il était impossible de faire la restauration sur place, hein, faute de surface suffisante, mais aussi pour mieux connaître et mieux comprendre ce bateau. Tout simplement parce que, comme je vous le disais, il n'en existait aucun relevé. Donc nous avons profité de cette restauration pour démonter le monument, mais également pour retourner bloc par bloc et faire un relevé. Donc c'est Nicolas Brèche donc, qui l'assure, et pour avoir comme ça un relevé le plus complet possible de cette curieuse base. Il est utile de vous dire qu'ensuite le transport, mardi après mardi, puisque le reste du temps le musée est ouvert, donc a été particulièrement délicat. Mais le démontage a été fait dans de très bonnes conditions. Alors pourquoi le démontage également du bateau? Parce que les études, notamment de Marianne Amiot, mais également auparavant d'Alain Pasquier, avaient montré qu'un certain nombre de petits fragments restés dans les réserves du musée du Louvre pouvaient être intégrés assez facilement à la restauration du bateau et ne l'avaient pas été, tout simplement, sans doute par oubli. Et donc, la restauration en cours se propose d'intégrer ces fragments qui sont au musée du Louvre. Et grâce à Dimitris Matsas, nous avons pu aller plus loin. Grâce à Bonavescos et à Dimitris Matsas, nous avons pu, donc ça c'est une étude faite donc par nos collègues grecs et américains, puisque bien entendu les fouilles se sont poursuivies et les fouilles ont révélé d'autres fragments du bateau qui sont aujourd'hui conservés à Samothrace. Et Dimitris a obtenu donc les moulages de ces fragments du bateau qui sont donc conservés à Samothrace, et les moulages vont pouvoir être intégrés par autorisation spéciale dans la nouvelle restauration. Alors comment fait-on une restauration? On s'occupe d'abord des problèmes de surface, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre dans quel état matériel est la statue au moyen d'un certain nombre d'équipements,
dont le plus simple est de photographier l'œuvre sous lumière ultraviolette, puisque les ultraviolets réagissent de manière différente selon les produits qui ont été appliqués sur la statue, que ces produits contiennent par exemple du plomb, pas de plomb, etc. Et donc vous voyez donc ces photographies un peu curieuses, hein, donc qui montrent justement des fluorescences différentes et qui montrent justement ce jutage, comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire ce produit qui a été passé au XIXe siècle pour homogénéiser donc ces états de surface. Et vous voyez ici en vert à peu près donc des éléments plus récents. Donc, grâce à cette cartographie précise, on voit également l'impact des moulages du XIXe siècle, puisque vous savez qu'au XIXe siècle, on moulait à partir de prises d'empreintes en terre, et donc cette argile était ensuite découpée à même la statue, ce qui fait qu'on trouve en effet des traces donc, de découpe sur la statue, comme sur beaucoup d'œuvres moulées au XVIIIe ou au XIXe siècle. Et vous voyez que malheureusement, donc, quand on utilisait cette technique de moulage, pour retirer le moule, généralement on passait du savon sur la statue, hein, donc, ou de l'huile, pour permettre donc, de retirer ce moule. Et selon l'état d'altération plus ou moins importante de l'œuvre, ce savon ou cette huile ont plus ou moins pénétré dans la statue. Et ce que vous voyez ici, hein, qu'on voit bien là en fluorescence, donc cette marque-là, parfaitement régulière, c'est la marque en effet d'une pièce du moule qui a laissé en effet, donc qui a été sans doute laissé plus longtemps à cet endroit-là et qui a taché davantage la statue. Tout ça pour vous dire qu'en effet, nous avons comme ça cartographié aussi l'ensemble de ce que nous appelons des bouchages, c'est-à-dire les éléments qui, entre la surface des fragments antiques, ont été complétés généralement donc en plâtre et qui, eux aussi, ont plus ou moins vieilli puisqu'ils étaient teintés à la couleur de la statue dans les années 1880. La statue s'étant elle-même encrassée, donc ces bouchages sont de plus en plus visibles. Alors ensuite, donc, une fois cette cartographie de l'état de surface faite, on teste un certain nombre de produits de restauration. Je dois les traductions en grec au colloque que Dimitris a fait récemment à Samothrace pour le 150e anniversaire de la découverte de la statue. Et tout simplement, donc, par un examen en loupe binoculaire, on se rend compte tout simplement de l'incrustation de la saleté. Et donc, nous procédons à des tests de nettoyage à l'eau d'abord et en utilisant des solutions à base de bicarbonate d'ammonium. Donc, voilà. Et ainsi, la commission a choisi d'abord de nettoyer à l'eau la statue. Donc, le revers, l'arrière de la statue étant beaucoup plus sale, donc vraisemblablement parce que beaucoup moins nettoyé au moment de la découverte, puisque, comme vous le savez sans doute, ce monument était fait pour être vu de 3/4 et l'arrière est resté à l'état de dégrossissage, donc inachevé. Voilà, et donc le bateau lui-même était dans un état d'encrassement encore plus important à cause donc du contact des millions de touristes qui le touchent tous les jours. Et donc là aussi, des tests de nettoyage à l'eau ont été faits, mais cet encrassement a supposé en effet d'utiliser un peu plus donc, que de l'eau, essentiellement donc du bicarbonate d'ammonium, pour arriver à ce décrassage. Et puis, donc, l'ensemble, après ce nettoyage à l'eau, les restaurateurs ont repris donc, les joints donc, pour les refaire au niveau donc, de la couleur des marbres. Vous avez ici... Donc la restauration est en cours, hein, elle n'est pas complètement achevée. Là, nous ne sommes que début juin, nous devons réinstaller le monument début juillet. Donc voilà le monument il y a quelques jours, enfin la statue il y a quelques jours. Vous voyez qu'elle a complètement changé d'aspect, hein, puisqu'elle n'est bien entendu plus du tout marron. Et vous voyez qu'on a pu régler également un problème de structure fondamentale, puisque on a pu installer donc la statue sur cette structure métallique, en reconstituant à l'arrière une partie de sa plinthe. Car en effet, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ce bloc a été vraisemblablement fissuré par l'insertion de ce goujon métallique qui a pu être retiré. Et nous avons fait le choix, avec la commission, de compléter la plinthe donc, par un élément en pierre, hein, ce qui permet en effet à la statue de retrouver une forme de stabilité qu'elle avait perdue, puisque la plinthe, comme vous voyez antique, était très mal conservée. Donc la statue a gagné en légèreté, puisqu'elle n'est plus maintenant harnachée par ce goujon métallique. Et d'ailleurs, mes prédécesseurs n'avaient pas hésité à creuser la statue, hein, donc pour arrimer ce goujon métallique.
Alors, je viens de vous présenter globalement cette opération, que vous voyez qui était une opération de très grande envergure, qui a commencé en septembre et qui va s'achever début juillet. Mais je voudrais, dans un deuxième temps, devant vous, évoquer ce que cette restauration nous a appris de l'histoire de ce monument et d'abord de son état de conservation. Parce que si dans les musées, souvent, on souhaite restaurer les œuvres, c'est parce que c'est un moment privilégié d'études matérielles des sculptures, notamment, mais ça vaut pour toute œuvre, hein, bien entendu, et que la plupart du temps, on peut constater que faute de ces études matérielles, on en est réduit à répéter toujours les mêmes informations, sans beaucoup de vérification. Donc ça a été pour toute l'équipe l'occasion de vérifier ce que nous croyons savoir sur ce monument, et donc de préciser l'histoire de ce monument au XIXe siècle et au XXe siècle. Parce que je voudrais insister sur cet élément. Bien entendu, cette sculpture, ce monument est un monument antique, mais c'est aussi un monument qui a été considérablement modifié au XIXe et au XXe siècle. Et si nous ne connaissons pas ces modifications du XIXe et du XXe siècle, nous ne sommes pas capables d'apprécier donc le monument antique. Comme vous le savez, nous savions déjà par un certain nombre d'études que, je me permets de rappeler ici des éléments déjà connus depuis très longtemps, que c'est donc le vice-consul donc Charles Champoiseau qui, explorant l'île donc de Samothrace, découvre en avril 1863, donc il y a maintenant plus de 150 ans, donc les fragments d'un monument qu'il ne comprend pas très bien. Donc, puisqu'il ne fait venir dans un premier temps que la statue, donc, qui met à peu près 1 an à arriver en France. Hein, donc elle passe par Constantinople, par le Pirée, elle arrive à Toulon, elle prend le train ensuite. Enfin bon, c'était très très compliqué. Et elle a sans doute souffert d'ailleurs de ce transport. Elle n'arrive qu'en mai 1864 à Paris. Il ne comprend pas dans un premier temps que les blocs qui ont été trouvés avec elle sont les blocs de sa base monumentale. Il faut attendre les études de nos collègues autrichiens, donc Alois Heuser entre 1870 et 1875, et surtout donc Otto Bendorf à Vienne et à Berlin, aidé de Caspar von Zumbusch, pour reconstituer et comprendre que cette statue était placée sur une base en forme de bateau. Et c'est à ce moment-là seulement donc, que Champoiseau donc, fait rentrer en France donc, en 1879 donc, ces éléments. Donc on voit l'évolution en quelque sorte de la restauration de la statue qui suit cette découverte progressive de l'état du monument. La statue est d'abord donc remontée en France, mais la statue seulement, entre 1864 et 1866. Le conservateur de l'époque s'appelle Adrien de Lomperrier, et il utilise, c'est très intéressant, un restaurateur italien qui a travaillé pour le marquis de Campana, qui était un restaurateur spécialiste de céramique. Le restaurateur qui a en effet restauré la plupart de la collection Campana, qui s'appelle Henri Penelli. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les archives du Louvre révèlent que si la statue arrive à peu près avec ce grand fragment, elle est associée à 118 petits fragments de draperie. Et il faut donc pratiquement un spécialiste du raccord donc de Tesson pour la remettre en état. Dès cette époque, donc dès les années 1860, les archéologues sont confrontés au problème de la stabilité de la statue, et vous allez le voir, donc ils la résolvent d'une certaine manière. C'est donc à la suite des découvertes des Autrichiens que les fragments du bateau arrivent en 1879 à Paris et qu'ils commencent à être remontés dans une cour aujourd'hui couverte du musée. Vous voyez qu'on fait un essai ici avec un moulage en plâtre de la statue pour se faire une idée. Et c'est donc dans un troisième temps seulement, donc dans les années 1880-1884, que le monument est remonté tel qu'on le connaît en grande partie aujourd'hui. Et comme vous l'avez compris, c'est à ce moment-là qu'une partie donc conservée du sein droit, donc du départ du bras droit et du cou, est installée, mais au prix d'une restauration en plâtre assez importante, puisque vous comprenez, vous découvrez que l'aile droite est en effet complètement en plâtre, que le sein gauche, comme la jonction avec la ceinture, sont également complètement en plâtre. Seule l'aile gauche a été remontée avec cette énorme armature métallique que nous voulions vérifier. Nous voulions vérifier la solidité.
Alors, des photos, l'analyse des photographies anciennes, hein, très utile à défaut de rapports de restauration du 19e siècle, permettent de comprendre cet état de conservation et notamment de comprendre justement les mortaises antiques par rapport aux mortaises modernes, puisque vous voyez que la statue ne tenant pas donc sur son lit de pose, et on va comprendre pourquoi, parce que ce lit de pose est en effet donc incliné. Mes prédécesseurs avaient fait rajouter cette énorme tige métallique et n'avaient pas hésité à creuser donc ici une mortaise moderne pour comme ça donc asseoir en quelque sorte la statue. La statue est donc présentée toute seule dans la salle des Cariatides, puis dans la salle dite du Tibre dans les années 1860 jusque dans les années 1880. Elle est d'ailleurs à cette époque pas très célèbre. C'est très intéressant de comprendre que quand elle est présentée de cette manière-là, elle n'attire pas particulièrement l'attention des visiteurs ou des spécialistes. C'est en effet le fait de la montée au sommet de cet escalier qui va donner la célébrité à ce monument que, je répète, donc est en grande partie le fruit d'une restauration en plâtre. Et là aussi, c'est intéressant parce que c'est une des premières fois que l'on tente une restauration en plâtre et non pas en marbre, puisque vous le savez que la grande tradition du XVIIe et XVIIIe siècle, la tradition encore des restaurateurs italiens de la première moitié du XIXe siècle, consistait au contraire à affranchir les cassures, donc à retailler les antiques et à les compléter par du marbre. Donc c'est bien parce qu'il est complété par du marbre qu'il fallait retailler donc les surfaces antiques. Là, la chance de ce monument, c'est qu'on est passé à autre chose, tout simplement parce que donc Ravesson-Molien, le conservateur de l'époque, ne désespère pas peut-être un jour de comprendre mieux la position des bras et la position de la tête, et donc il renonce à restaurer le bras droit comme le bras gauche et la tête, et donc préfère utiliser le matériau plâtre plutôt que le marbre, ce qui nous vaut finalement donc ce qui a évité de retailler la sculpture. Mais ce qu'on comprend aussi par les radiographies qui ont été faites en 2014, c'est que pour s'assurer de la solidité de ce qui avait été fait entre 1880 et 1884, c'est que la restauration de l'aile gauche, qui est donc la seule en partiellement antique, donc a été faite en 2 temps, puisque vous voyez dans la radiographie ici des trous que vous devinez, qui attestent une première restauration de l'aile. Donc vraisemblablement dans les années 1860, on a d'abord restauré l'aile donc pour comprendre à quoi elle ressemblait, mais sans la raccorder à la statue. Et ce n'est que dans un deuxième temps, en 1880-1884, qu'on a supprimé cette première restauration et qu'on a au contraire donc assuré la restauration avec ces énormes fers plats métalliques pour cette fois-ci donc ficher dans le corps de la statue donc l'aile gauche. Et c'est par moulage de l'aile gauche qu'on a reproduit en sens inversé qu'on l'a doté d'une aile droite. Ce qui d'ailleurs pose un problème puisque, bien entendu, les 2 ailes ne devaient pas être identiques dans leur schéma d'origine, comme nous allons le voir. Alors, tout en regardant justement et en scrutant les photographies anciennes, on comprend en effet l'évolution matérielle de ce document, de ce monument, puisque donc les photographies les plus anciennes, celles des années 1884, puisque le monument est inauguré en août 1884, font apparaître quelque chose qui a ensuite disparu. Donc, à l'avant du bateau, cet ornement que les anciens appelaient acrostolion, donc présentait une cassure qui, à un moment donné, a été complétée en plâtre. Donc, c'est aussi par les photographies qu'on comprend en effet qu'il est complété. Et comme vous le voyez, c'est une chose assez peu connue. Donc, en 1884, on l'avait doté du départ d'un bras gauche, voilà. Et dans les photographies de 1901, on constate que ce bras gauche a disparu. Donc il y a un moment où on a retrouvé dans les archives du Louvre des lettres attestant de cette démarche. Donc on a considéré que ce bras était mal placé, donc puisqu'en effet l'aile est mal placée par rapport à ce bras, qu'il était trop gros et qu'il valait mieux le retirer. Donc on a retiré ce bras. Vous voyez ici le monument donc tel qu'il apparaît après un début de dérestauration, puisque vous comprenez qu'il y a eu cette grande phase de restauration des années 1880-84 et un début de dérestauration donc, dans les années 1900-1901. Alors là encore, donc c'est grâce à l'étude de toutes ces photographies anciennes on comprend l'état du monument. On se rend compte d'ailleurs que d'autres fragments de Samothrace étaient présentés à cette époque. Les spécialistes reconnaissent ici les fragments de l'Arsinoéion de Samothrace. Voilà. Et puis, sur cette photographie un peu plus célèbre que les autres, on voit en effet que le monument avait fait l'objet d'un soin particulier,
puisque dès l'exposition donc, de 1900, donc l'école française d'Athènes avait envoyé au musée du Louvre les moules des dernières découvertes faites à Delphes, hein, entre 1892 et 1896, 98 les derniers envois. Et donc ces moulages qui ont été présentés à l'exposition universelle de 1900 ont été présentés à partir de 1900, à la fermeture de l'exposition universelle, de part et d'autre du palier de la victoire de Samothrace. Donc la victoire de Samothrace a voisiné avec des moulages. Vous reconnaissez ici le trésor de Sipnos tel qu'il avait été remonté par Romol. Alors tout ça s'explique aussi parce qu'à l'époque, le directeur du musée du Louvre et des musées nationaux est l'ancien directeur de l'école française d'Athènes, Théophile Homol. Et ces photographies, faites d'abord pour montrer l'importance des moulages de Delphes, montrent aussi quel était le décor qui avait été fait pour mettre en valeur la victoire, un décor de mosaïque, vous allez voir que progressivement va disparaître. Alors pendant la Première Guerre mondiale, vous savez que les Allemands sont très très près des frontières et dépassent les frontières, donc on a peur d'un bombardement, ce qui fait que le monument a été protégé de manière un peu fortuite. Je montre ce document parce qu'il a, vous allez voir, des conséquences sur l'histoire ensuite de la restauration, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a en effet eu peur des bombardements au point qu'on a démonté le monument. Alors, l'étape suivante, qu'on comprend là aussi grâce à l'étude matérielle des photographies anciennes et tous les relevés que nous avons faits, est encore plus complexe et était parfaitement méconnue. Cette étape a lieu dans les années 1932-1934. En effet, donc, c'est tout le problème et toute la littérature surabondante sur ce bateau, sur ce qu'il représente, sur son nom. Donc, ce que ça intéresse, il y a des milliers de pages dans toutes les langues sur ce sujet. Voilà. Et il se trouve qu'un capitaine de la marine française, un certain Carlini, émet une hypothèse en 1932 et arrive à convaincre le conservateur de l'époque qu'on a mal interprété ce bateau. Alors, il faut comprendre ça pour comprendre l'évolution de la restauration. C'est-à-dire que ce qui avait été placé, donc cet acrostolion, cet élément de décor, qui avait été placé ici par Avesson-Molien en 1880-1884, Carlini propose de le placer beaucoup plus haut, et imagine en effet qu'il manque ici ce qu'on peut appeler un pont de combat, et il propose en effet de reconstituer ce pont de combat. Donc, il demande à ce qu'on place l'acrostolion plus haut et qu'on reconstitue un pont de combat, d'où la présence de ce bloc qui voulait rendre compte de ce pont de combat disparu. Très rapidement, donc, cette restauration qui a existé que quelques années, entre 1932 et 1934, donc était complètement méconnue avant qu'on reprenne le dossier, mais qui a eu des conséquences, tout simplement parce que très rapidement, un certain nombre de spécialistes disent que c'est une erreur d'interprétation, que le pont de combat, il est là, et qu'il n'y avait pas un double pont de combat, et donc il faut de nouveau baisser l'acrostolion. Donc on a baissé l'acrostolion, on a reconstitué ce pont de combat en partie en plâtre, voilà. Mais en revanche, on n'a pas dérestauré le bloc, et on a laissé ce bloc. Donc on a créé le monument que vous avez sans doute vu au musée du Louvre, il est le fruit de cette dérestauration partielle et de cette interprétation erronée et remise en cause, puisque vous voyez l'état qui existe donc à partir de 1934, et cet état ambigu dans lequel l'acrostolion est baissé, le pont de bateau reconstitué, et pourtant, donc, ce bloc est laissé en place. Dans le même temps, alors pourquoi il y a eu ce travail entre 1932 et 1934 ? Parce que le musée du Louvre, à cette époque, est engagé dans une politique de refonte complète. Donc la plupart des touristes actuels croient visiter un musée qui doit tout au Grand Louvre des années 1980. En fait, le musée du Louvre a été radicalement transformé. La grande transformation du musée du Louvre, elle a lieu entre 1927 et 1935. Elle est due à un de mes prédécesseurs, Henri Verne, donc a complètement modifié le musée du 19e siècle. C'est là la grande révolution. Le projet du Grand Louvre, que je ne veux pas minimiser, n'a fait que poursuivre ce qui avait été imaginé dans les années 27-30, parce que les ministres changent, notamment les ministres de la Culture en France, mais en revanche, donc, les rapports des hauts fonctionnaires restent, et il restait en effet dans les années 80 le rapport des années 1920. Je vous raconte ça parce que tout simplement, voilà à quoi ressemblait l'escalier de la victoire de Samothrace, avec ce décor de mosaïque, donc un escalier conçu par Lefeuille avec un décor de Guillaume, très étroit, vous le voyez, et il a fallu aussi, et Michel Goutal, donc l'architecte du palais, a étudié en 2012 cette architecture, parce que pour comprendre justement qu'est-ce qui avait poussé
en 1932 et 1934, a déplacé le monument? C'est justement l'escalier, le décor de l'escalier. Ce qui se passe en 1927 entre 1927 et 1934, c'est ce qu'on a appelé cette muséographie clinique qui envahit l'ensemble des musées mondiaux, c'est-à-dire qu'on chasse les décors, donc on les supprime pratiquement partout, donc au profit de cette esthétique très années 30, avec imitation de pierre, je dis bien imitation de pierre, parce qu'il ne s'agit pas de pierre, vous allez le voir. Donc, l'ensemble du décor des mosaïques est caché, l'escalier lui-même est agrandi, donc élargi, et on veut mettre davantage en scène le monument pour qu'on puisse le voir en contrebas de l'escalier. Donc on va faire avancer le monument. Et c'est ce qui provoque donc la restauration de 1932-1934. Je vous signale qu'en effet, ce n'est pas de la vraie pierre, parce que voilà les sondages qui ont été faits au moment de la restauration. Le décor peint, donc ici décor des lanternons, donc peint, et sous le papier peint, il y a la mosaïque, parce qu'il s'agit bien de papier peint. Donc dans les années 30, on a en effet posé comme cela. Donc la plupart des musées ont opéré cette révolution dans les années 30. Si vous regardez donc, le Metropolitan Museum, par exemple, il se produit exactement la même chose au British Museum, à Berlin, etc. Donc on a parlé de muséographie clinique, c'est à la disparition du décor. On voulait à l'époque mettre en valeur, bien entendu, les œuvres. Donc voilà. Donc on a caché ce décor et aujourd'hui, donc, il est toujours là. Mais on a compris également que ce travail, donc, le fait d'avancer la statue, donc le monument pour qu'il soit visible en contrebas, a nécessité d'énormes travaux de fondation, et notamment donc on a ici donc un véritable pilier qui a été construit pour soutenir le monument, et des poutrelles métalliques qui ont été installées parce que, je vous l'ai dit, on est au-delà des 5 tonnes. Voilà. Donc ça nous a permis aussi de vérifier tout cela parce que ça tenait depuis 1884, mais enfin quand même en dessous il passe des millions de personnes, donc on ne voulait pas que ça s'effondre. Alors on a en effet retrouvé des photographies en archives du déplacement de ce monument, où on voit en effet les poutrelles métalliques. Donc le monument il a été avancé. Voilà. Et c'est à cette occasion, vraisemblablement, donc, à cause aussi de cette interprétation erronée dont je vous ai parlé, qu'on a installé cet élément qu'on a sans doute laissé parce qu'il contribuait à mieux voir la statue en contrebas. Vous comprenez ? Donc il y a deux raisons. Il y a la première raison, je dirais, liée à cette interprétation erronée de la forme du bateau. Et la deuxième raison, c'est que finalement, en 1934, on a voulu qu'on voit le monument dans contrebas de l'escalier. C'est à ce moment-là qu'on perce une nouvelle mortaise pour installer cette barre qui fissure le bloc ici, qui s'est révélé être un bloc de Carrare. Bon, voilà, ce qui était un peu inquiétant. Alors c'est à cause de cette présentation, ou grâce à cette présentation, que le monument est devenu célébrissime. C'est bien parce que, je vous rappelle qu'avant la création de la pyramide du Louvre, on rentrait au musée du Louvre par cette aile qui s'appelle l'aile de nom, le palier d'Aru, et la première œuvre que l'on voyait, c'était la victoire de Samothrace. Donc d'où la relation quasi affective avec ce monument. Donc ce monument est devenu célèbre à partir du moment où, en 1882-84, il a été l'introduction à la visite du musée. Toute personne rentrée au musée entre 1884 et 1989, date de l'ouverture de la pyramide, donc pendant plus de 100 ans, donc a obligatoirement vu la victoire de Samothrace. Donc ça fait des millions et des millions de personnes. Voilà. Et d'où le fait que l'œuvre est devenue ce qu'on appelle dans notre jargon, qui ne veut rien dire, une icône du musée. Bon, c'est-à-dire tout simplement, les gens la repèrent et l'identifient. Mais il identifie, je répète, le monument dans les années 1860, parfaitement inconnu dans sa salle des Cariatides. Alors il y a un épisode qui était aussi méconnu, mais que nous avons étudié d'un peu plus près, c'est l'évacuation de la statue seulement, pas du bateau, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que là, l'épisode de la Première Guerre mondiale a fait que les conservateurs du musée ont eu peur d'une destruction massive. Et donc, en septembre 1939, le monument, la statue a été retirée et elle n'a rejoint le musée qu'en août 1945. Je vous montre ces photographies parce qu'elles permettent de comprendre aussi l'état de conservation de la statue, parce que pour la retirer, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a élinguée avec ce système de cordes, voilà, on a fait comme on a pu, donc en septembre 1939, on avait autre chose à faire quand même que d'évacuer la victoire de Samothrace, en tout cas en France. Vraisemblablement, cet épisode méconnu est à l'origine de petites cassures, parce qu'on a constaté en comparant les photographies qu'au bas de l'himation, un certain nombre de plis
quand on comparait les photographies anciennes et les photographies récentes, avaient sauté. Et ces plis, on les a donc retrouvés donc, dans les réserves du musée du Louvre. Mais c'est grâce à la photographie et au mode d'élingage de 1939 qu'on a compris donc, cet état. Et puis, bien entendu, grâce à ma collègue Bonavescott, il nous faut évoquer l'autre moment donc, de la redécouverte du monument, qui sont les fouilles entreprises par la mission américaine à partir de 1939 et à laquelle est associé Jean Charbonneau en 1950. Vous savez que Jean Charbonneau a été donc le conservateur en charge de la collection d'art grec et d'art romain au musée du Louvre. Il s'associe à cette fouille avec les époux Lehmann, une fouille qui est restée en grande partie inédite, hein, puisque Jean Charbonneau donc, a laissé un rapport inédit dans les archives du musée du Louvre, que monsieur et madame Lehmann ont partiellement publié les choses et que donc Bonnat est en train donc de reprendre avec la mission américaine ces fouilles. Donc je vais vous montrer un certain nombre d'images que je dois donc à la mission américaine, qui sont des images et des documents inédits de cette fouille des années 50. Je vous rappelle en effet que le monument de la Victoire, il se trouve ici, c'est le numéro 9 ici, près du théâtre. Et voilà donc un relevé de 1950 de l'état du monument et le lieu de découverte, puisque Jean Charbonneau arrive en juillet 1950 et entreprend donc un nettoyage du monument et soulève donc les rochers. Donc à ce moment-là, il y a une double interprétation. Pendant très longtemps, Lehmann a écrit et dit qu'il avait imaginé que ce monument était une fontaine. C'était même écrit sur le site archéologique. Donc fontaine de la Victoire de Samothrace, parce qu'il avait cru interpréter des éléments comme des éléments d'une canalisation. Et la découverte de la main sous le rocher semble indiquer au contraire donc, que ces rochers sont le fruit d'un éboulement donc, postérieur et que ce monument n'était peut-être sans doute pas une fontaine. Donc la main est trouvée en 1950. Elle est à ce moment-là, donc elle permet de comprendre que contrairement à ce qu'on avait imaginé, à ce que Otto Bendorf avait imaginé dans cette reconstitution célèbre, d'après donc le monnayage d'argent de Démétrios Paulerset, la Victoire ne tenait pas un instrument de musique puisque cette main a la paume ouverte et qu'on a pu la raccorder avec justement deux doigts. Donc c'est la main et donc propriété donc, du gouvernement grec, mais mis en dépôt en 1965 au musée du Louvre, et les deux doigts appartiennent aux collections du Kunsthistorisches Museum de Vienne, puisqu'elles avaient été rapportées donc, en 1875. Donc cette main donc, permet de comprendre un peu mieux que la position imaginée n'était pas la bonne. Le monument lui-même reste à étudier, hein, donc je ne vais pas déflorer ce que nos collègues grecs et américains sont en train d'étudier ensemble. Je vous signale simplement que, justement, sur la datation du monument et sur son état de conservation, ça pose un certain nombre de questions, puisque, je dois de nouveau ces photographies à Bonnat, puisque aussi bien dans le rapport de Champoiseau que dans le rapport des fouilles autrichiennes puis des fouilles allemandes, des fouilles autrichiennes pardon, et américaines, on signale des éléments de toiture donc, et des éléments de stuc trouvés dans ce secteur. Alors ces éléments, donc, ils sont pas partiellement publiés. Vous en avez ici des fragments. Le problème, c'est que Dimitri Matsas comme Bonavescott pensent que ces fragments peuvent très bien appartenir à un autre monument donc, et être tombés hein, dans ce secteur. Donc ça ne nous dit rien de la couverture ou non de ce monument de la Victoire de Samothrace. Si je vous parle de ça, c'est bien entendu pour revenir à l'état de conservation, parce que la statue donc, ne présente aucune trace d'intempérie. Donc elle a été soit très rapidement détruite, première hypothèse, soit elle était protégée dans l'Antiquité. Donc je vous montre aussi des propositions, des hypothèses de restitution par l'équipe américaine. Donc le fait de savoir si ce monument était couvert pour protéger ou était ouvert n'est pas encore complètement réglé. Et justement, donc, nos collègues grecs et américains sont en train de reprendre l'étude de ce monument. Alors, vous comprenez que si nous n'avions pas eu à restaurer ce monument, si nous n'avions pas eu à le déplacer,
cette étude matérielle donc n'aurait pas été faite. De la même manière, donc l'étude entreprise au moment de la restauration a permis de mieux comprendre la technique même donc de la sculpture dans l'Antiquité. Oui, donc on a mieux compris ce qu'on avait fait au monument au 19e, 20e siècle, mais on comprend également désormais mieux donc la manière dont elle a été sculptée. Alors nous le savions déjà grâce à la connaissance de ce fragment, là, de ce bloc laissé par Champoiseau sur le site. Bloc, en effet, que plusieurs, dont Marianne Amo, ont proposé être donc le bloc portant une partie de la cuvette d'encastrement de la statue. Et ça permet en effet de comprendre comment la statue et à quel endroit précisément la statue se trouvait par rapport au pont du navire. Alors il se trouve que grâce à la restauration et grâce au démontage du bateau, on a mieux compris cette technique donc de montage de la statue sur son bateau. Là, au moment du démontage, on ne voyait plus ça du tout, donc personne n'avait ni de photographie, ni de relevé de cet état. Vous devinez ici donc la plinthe, donc la cuvette d'encastrement que plus personne ne voyait, puisque vous avez ici la trace du laissé par le bloc moderne, donc posé en 1882, donc qui cachait la plinthe antique. Donc on a là aussi la forme de la plinthe elle-même est intéressante. Et puis donc là encore, grâce à nos collègues grecs, grâce à Dimitris Matsas, Dimitris a obtenu donc le moulage, donc le relevé en 3D donc du bloc laissé à Samothrace, et nous avons pu rapprocher donc dans la cabine de restauration donc là le moulage. Donc voilà les blocs conservés au musée du Louvre, avec vous comprenez mieux ici donc la forme de la plinthe. Ici, et voilà donc ici donc le moulage du bloc laissé à Samothrace qui permet de reconstituer la cuvette d'encastrement. Et là, surprise ou découverte, c'est incompatible, ou plus exactement, ça soulève une difficulté. La distance entre cette partie avant de la plinthe et la partie arrière de la plinthe sont beaucoup plus larges que la plinthe conservée et même restituée de la statue. Donc ça ne peut s'expliquer que parce que dans un deuxième temps, et vous le voyez, donc on a recreusé l'arrière de cette plinthe. Voilà, donc ça soulève une difficulté supplémentaire. Donc on peut imaginer dans un premier temps la statue a été posée à ce niveau-là, mais on doit constater que la plinthe a été retaillée. Alors on a pensé dans un premier temps qu'elle a été retaillée pour récupérer les goujons métalliques, mais ce n'est pas le cas, puisque en effet on constate qu'elle a été retaillée pour poser la statue. Tout simplement parce que, comme je vous le dis, la statue ne tient pas si on la pose sur le sol. Son lit de pose n'est pas complètement plan, enfin il est complètement plan, mais il est taillé, il est incliné de 2 cm et il est compensé ici par ce lit de pose sur les blocs du bateau. Donc là, cette découverte nous oblige à nous poser la question, y a-t-il eu 2 temps de montage de la statue? Alors, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Alors, analyse de surface aussi, pour la technique de mise en œuvre, on a regardé donc en lumière ultraviolette s'il n'y avait pas des traces de couleur. Et contrairement à ce qu'on imaginait, parce qu'on pensait que le monument avait été très nettoyé au XIXe siècle, on a retrouvé du bleu égyptien donc, qui fluoresce ici. C'est-à-dire qu'il faut imaginer donc, un liseré. Donc vraisemblablement, il y a beaucoup de bleu égyptien, beaucoup de pigments de bleu égyptien. Donc il faut imaginer un liseré sans doute violet ou bleu, en tout cas à base de bleu égyptien, qui décorait le bas de l'Himation, comme les études de Philippe Jocquet et de Brigitte Bourgeois l'ont montré, pour des terres cuites et pour la sculpture hellénistique de Délos, à savoir en effet que ce n'est pas toujours l'ensemble de la statue qui était peinte, mais des liserés et des éléments du drapé pouvaient être soulignés de couleur. Donc là, le monument était donc peint, et il en conserve des traces de couleur. Plus étonnant, mais là aussi connu, on a retrouvé des fragments de bleu égyptien dans les ailes, et notamment donc, dans la seule aile remontée, l'aile gauche. Là, de manière beaucoup moins bien conservée,
avec donc l'hypothèse qu'on connaît sur beaucoup de monuments d'architecture, que cette fois-ci, parce que pourquoi du bleu sur l'aile? Bon, voilà, alors est-ce que comme ce bleu égyptien rentrait dans la composition de beaucoup de couleurs, mais on se pose la question de savoir s'il ne s'agit pas de l'ombre donc, des plumes qui étaient ainsi donc, soulignées. Donc c'est une hypothèse puisque, comme vous le savez, des éléments de ce type ont été trouvés sur des fragments de monuments donc, où on soulignait l'ombre par du bleu. Et puis des analyses donc, également donc, des marbres, des matériaux ont été faites. Vous savez que déjà une campagne avait été conduite par M. Magnatis donc, sur différents monuments de Samothrace. Il avait déjà révélé que le bateau avait été taillé dans du marbre de Rhodes, du marbre de Lartos, du marbre gris veiné de Rhodes. Les analyses ont été complétées ici avec le laboratoire donc, de Paris 6. Et là aussi, hein, donc, on confortait ce que nous croyions savoir. Donc, la statue est en grande partie donc, en marbre de Paros, en lichnites, mais des analyses complémentaires faites dans les pièces rapportées ont montré que des éléments des ailes n'étaient pas dans le même marbre lichnites que le corps de la statue. Et donc là aussi, d'autres éléments ont été taillés dans un marbre de Paros proche, mais qui n'est pas du lichnites. Alors là aussi, comment interpréter cette utilisation différenciée de marbre de Paros pour les éléments de la statue? Alors, se relever de l'aile, hein, parce que en ayant le nez dessus, on comprend de mieux en mieux ce monument. Je vous rappelle en effet que ce que nous savions, c'est que ce monument, il est fait de plusieurs parties, et selon la technique des pièces assemblées, hein, caractéristique de l'époque hellénistique. Vous avez ici, en effet, donc cette manière très particulière que le sculpteur a procédé pour tailler le buste, hein, vous voyez, donc à une forme d'escalier, l'aile venant s'emboîter hein, sur cette marche d'escalier. Mais ce que l'on a découvert lors de la restauration, c'est que des plumes étaient rapportées donc, et des plumes se levaient à ce niveau. C'est-à-dire qu'il faut reconstituer ici donc, des plumes, avec on a retrouvé donc, les tenons, et ces plumes rapportées donc, l'ont été sans doute peut-être dans un second temps. Enfin, il va falloir interpréter cela. Mais il faut imaginer que comme un oiseau qui rabat ses ailes au moment d'atterrir, donc, il faut imaginer des ailes, donc des plumes pardon, de ces ailes qui pointent vers le haut. Et puis, donc, autre surprise au moment donc, du nettoyage, donc, le pan arrière de l'hymation. Vous avez ici donc, ce pan qui avait été remonté avec cette lourde métallerie au XIXe siècle, que nous avons voulu... Alors, on ne voyait pas du tout ça, mais c'était entièrement recouvert de plâtre. Et puis, en nettoyant, on s'est rendu compte qu'il y avait cela, qui n'était pas tellement bien repéré, qui est une espèce de semelle, donc, vous voyez, donc, en marbre, que vous voyez mieux ici. Quand on a démonté, on est tombé sur des mortaises antiques. On a complètement démonté. Et là aussi, donc, ça soulève plus de questions que ça n'apporte de réponses. Mais si on prend l'hymation et qu'on le pose directement, donc sans l'intermédiaire de cette pièce de rapport, l'hymation se trouve décalé plus vers notre gauche. Et visiblement, il a été comme ça à un moment donné. Et à un autre moment, donc, on a placé cette pièce intermédiaire pour rectifier la position de cette hymation et le mettre plus vers notre droite. Donc là aussi, c'est un apport de cette restauration. Et donc, on a dérestauré et re-restauré, remonté donc, ce pan de l'hymation. Enfin, découverte aussi récente, qu'on doit à Ludovic Logier, au fur et à mesure que l'on restaurait donc, la statue et qu'on nettoyait les joints, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces plis, ici, sont en fait des pièces rapportées collées sur la statue. Et il y avait dans les réserves du musée du Louvre des éléments torsadés, préparés pour être collés, donc, mais préparés dans l'Antiquité, hein, donc, voilà, et qu'on ne pensait pas pouvoir attribuer à la victoire, hein, donc ils n'avaient pas été attribués à la victoire. Et là, on a retrouvé, par exemple, donc, le raccord de ce fragment. Donc là aussi, les arêtes de certains plis de la statue avaient été collés donc, dans l'Antiquité. Voilà, donc comment expliquer ces éléments de technique de mise en œuvre? Vous comprenez bien que ça suppose, bon voilà, tout est devant nous, hein, mais on peut comprendre que la mise en œuvre de la statue n'a pas été si simple, hein, puisque au moment de il y a au moins deux positions de la statue sur le bateau, une plus en avant que l'autre, et on constate en effet qu'une partie des pièces rapportées des ailes et des plis du vêtement ont été posées dans un deuxième temps.
Alors ça peut être parfaitement au moment de la création, enfin de l'installation du monument. Hein. Donc on a très bien pu, au moment de l'installation du monument, poser la statue dans un premier temps et ensuite poser les pièces rapportées. Mais pourquoi a-t-on déplacé la statue? Pourquoi a-t-on modifié la position du pan de l'Himation à l'arrière? Nous ne le savons pas. Et donc on peut se demander, on peut se poser la question qui consiste à savoir, est-ce que le monument a été réparé? Est-ce qu'il y a eu deux moments importants de sa mise en place? Alors ça bien entendu, ça ouvre le débat. Et en conclusion, je voudrais simplement ici rappeler les débats évoqués, plus que rappeler les débats très nombreux sur la datation de ce monument, puisque comme souvent en sculpture grecque antique, nous manquons de repères. Au moment de la découverte, bien entendu, le monnayage de Démétrios Poliorcète, hein, donc au lendemain de la bataille d'Ipsos, donc vraisemblablement entre 301 et 295 avant Jésus-Christ, a servi de référence. Donc on a pensé que ce monument pouvait dater du début du IIIe siècle. Très vite, beaucoup de chercheurs ont fait le rapprochement avec l'autel des dieux et des géants à Pergame, et notamment avec la figure donc, de la Nike, donc de l'autel des dieux et des géants. Alors le problème, on retombe dans un autre problème, c'est de quand date donc la frise de l'autel des dieux et des géants de Pergame. Donc les partisans de la date haute, on est vers 190, les partisans de la date basse après 160. Voilà. Donc ce qui fait que c'est la raison pour laquelle souvent la date de ce monument oscille. Et puis un élément qui a beaucoup troublé, c'est bien entendu la comparaison faite avec ce monument qui se trouve en Libye, donc sur l'agora de Cyrène, qui est un monument qui n'est pas exactement équivalent, hein, puisque la statue, beaucoup plus médiocre d'ailleurs, représente une Athéna, et non pas une victoire, mais le monument est très très proche pour le bateau, et là aussi, donc ce monument est très difficilement datable. Certains l'ont daté en raison, donc vous voyez, de ces éléments-là, à trois... donc qui est l'élément principal du bateau de guerre, hein, le fait que, en effet, grâce à cela, donc le bateau défonçait le bateau ennemi. Donc sur les monnayages, le fait que cet élément ait trois indentations semble plutôt dater du IIIe siècle, ce qui fait que nos collègues italiens qui fouillent, plus exactement je devrais dire fouiller, donc en cyrénaïque, ont plutôt daté ce monument du IIIe siècle avant Jésus-Christ, alors que d'autres ont imaginé qu'au contraire ça pouvait être un monument plutôt romain et du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est exactement le même problème pour les monuments dits rhodiens. Hein. Je me permets de citer ici une publication de notre collègue de l'Éphorie de Rhodes, Madame Philimonos, qui a publié récemment cette petite base de monuments funéraires rhodiens trouvés sur l'île de Nisyros, hein, qu'elle date de la fin du IIIe siècle. Alors ça signifie que, vous voyez, quelle est la contribution de l'étude de ce monument à la datation? Tout simplement que nous introduisons, donc, grâce à ce que nous avons observé, un élément supplémentaire au débat, c'est-à-dire qu'il peut y avoir eu au moins deux moments de la vie de ce monument, et que l'hypothèse de certains, je citerai ici M. Knell ou Mme Palagia, qui imaginent que le monument a pu être remployé ou réutilisé à l'époque romaine, donc trouve là peut-être des éléments en sa faveur, peut-être pas. En tout cas, la datation de ce monument et sa compréhension est loin d'avoir été complètement éclaircie. Donc je vous invite à venir au musée du Louvre, voir le monument remonter, début juillet, donc vraisemblablement autour du 14 juillet, pour fêter la fête nationale française. Merci de votre attention.